Donc après, avec mon partenaire de l'époque pour le brevet d'État, donc on s'est dit on va se lancer dedans. Et donc du coup, je me suis mais alors, vraiment régalé. Et donc à force de travail, de machin, de ci, de là, oui, de remise en question, de perpétuelle recherche, du coup, ben, arrive 2012, premier championnat d'Europe, enfin première participation au championnat d'Europe, donc à Koper en Slovénie. Puis après, l'année d'après, 2013, à Malte. On est allé voir les petits Maltesers, comme je dis. Donc non, franchement, c'est une très grande... enfin, pour moi, c'est vraiment ça fait partie des plus grandes expériences que j'ai eues dans ma vie. C'est vraiment... Je me suis vraiment régalé. Et j'ai retrouvé pour moi ce que j'avais perdu depuis un bail. C'est-à-dire que, on en discutait la dernière fois, à un moment, j'étais donc à Malte et on était sur le tapis de chauffe. Et on était en train de donc, se mettre en route avec mon partenaire. Et à un moment, je vois une espèce de gros bébé bien costaud espagnol et qui vient me voir, qui me dit la main, pas là, là. Et il me dit, du genre, je dis ça, je dis rien. Et je lui dis, ben, si toi tu me le dis, c'est que c'est ça. Et il m'a dit, mais je dis ça, je dis rien. Et là, je me suis dit, tu te rends compte, il est espagnol, je suis français, on est concurrents, et le mec, il vient et il m'aide. Et ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Je me dis, là, je retrouve le côté entraide et prospérité mutuelle. Voilà, c'est vraiment... Enfin, ça reste un truc, oui, ce qui reste gravé dans ma mémoire. Et ça fait vraiment partie des meilleurs moments de ma vie de Jiu-Jitsu-Ka. Entraide et prospérité mutuelle dans une compétition. Dans une compétition internationale. Ouais. C'est-à-dire que, comme je dis, on est concurrents. Enfin, alors pas vraiment direct, parce que au niveau des championnats d'Europe, tu as par exemple en Gauchine, les moins de 46 ans et les plus de 46 ans, donc le monsieur avec plus de 46 ans. Mais même si on est concurrent indirect, on est quand même concurrent dans le même kata et on est concurrent au niveau nationalité, quoi. Voilà. Et c'est là que j'ai beaucoup appris, c'est en allant à l'extérieur que j'ai énormément appris. Donc, si par exemple il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la compétition kata, déjà, ben, premier conseil que je lui donnerais, c'est de faire ça pour soi. Parce que bah, moi je vois, j'ai fait 2 championnats d'Europe, la plupart du temps dans mon entourage, ouais, c'est super. Donc c'est vraiment pour toi. On va dire qu'il y a une gloire personnelle, mais pas plus. C'est ça, voilà, donc c'est un plaisir, voilà, tu le fais pour toi. Après, bon, déjà, si tu n'aimes pas chercher la petite bête, évite. Voilà. Parce que bah, quand tu travailles, quand tu fais ton passage, que tu as les notes qui tombent, si vraiment en plus pour le coup tu arrives à mettre la main sur les feuilles de juge, tu as un tableau format A4 avec des petites croix. Donc là, tu n'as personne qui te dit où tu as fait l'erreur. Donc c'est à toi à reprendre la vidéo, à chercher où est-ce que j'ai fait l'erreur, où est-ce que j'ai pas fait l'erreur. Donc il y a vraiment ce travail, je dirais, de fourmi, de minutie à faire, ce travail de remise en question, de vraiment chercher à améliorer son kata, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose, tu le fais pour toi, il y a ce plaisir-là, et puis c'est se mettre un peu d'objectif, c'est comme quand tu vas chercher un grade, tu te mets ton objectif personnel. Voilà. Tu me disais donc chercher la petite bête et donc les fameuses croix. Alors justement, qu'est-ce que dans un combat de judo, c'est relativement simple, celui qui a gagné, c'est celui qui envoie sur le dos avec force et énergie et largement sur les épaules. Bon. C'est relativement net, ou celui qui tape parce qu'il ne peut plus respirer. Enfin, bon. C'est assez clair en fait pour savoir qui a gagné en général. En général. En kata, finalement, qu'est-ce qu'on regarde dans une compétition de kata? Sur quoi est-ce qu'on va départager les concurrents? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau-là, comme on nous l'a dit, vous connaissez tous le même kata, vous connaissez tous le kata. Donc là où vous allez vous faire avoir, c'est sur des petits détails. Par exemple, j'ai le nœud de ceinture mal fait, c'est -1 à chaque technique. Donc par exemple, moi je présentais le Kodokan Goshin Jitsu avec mon partenaire, donc 21 techniques, plus le cérémonial d'ouverture, cérémonial de fin, donc tu te prenais à chaque fois un point en moins. Donc déjà tu morfles là-dessus. Sans compter l'erreur que tu peux faire pendant ton kata. Par exemple, je me rappelle une fois avant Darg, nous faisons le cérémonial de fermeture, donc on se salue, et au moment où mon partenaire se relève, le pétard qui glisse et qui tombe. Du coup, les jurys qui avaient commencé à remballer les feuilles, qui se sont dit, bon, ça va, c'est le cérémonial, machin. Ils ont repris les feuilles, ils ont réétalé. Faute moyenne, a perdu le pétard. Voilà.
Donc on a regardé sur énormément de choses. Donc la ceinture, par exemple, il faut qu'elle soit noire, il ne faut pas qu'elle commence à être effilochée, blanche, machin. La veste de judoji, le revers, il doit être propre, il ne doit pas commencer pareil à s'effilocher. Si tu te fais un bandage et qu'il tombe pendant le kata, ben, c'est pareil, ce sont des points en moins. Donc on regarde beaucoup de choses. J'ai des amis en Kimino Kata qui ont Greg et Steph qui ont fait troisième au niveau des mondes parce que les Coréens s'étaient lourdés sur une remise du couteau. C'est-à-dire qu'en Kimino Kata, à un moment, le couteau, ben, tu fais ta première au couteau, le couteau est à l'intérieur de la veste. Tu passes à la deuxième technique au couteau au sol, tu sors ton couteau, tu le mets sur l'extérieur. Tu fais ton attaque, tu ramènes ton couteau et après tu remets ton couteau à l'intérieur de la veste. Et ça, le coréen, le hooké coréen avait oublié de le faire. Donc du coup, tu vois, c'est sur des petits détails comme ça que tu peux gagner un podium, quoi. Parce que troisième mondial, c'est pas dégueu. Donc il y a une exigence de connaissance, qui normalement, quand on se présente à ces compétitions-là, on est censé connaître les katas. Il y a une exigence de rigueur sur l'exécution des techniques. Il y a une exigence aussi dans la tenue, mais quelque part ça va aussi peut-être avec le respect qu'on doit à la pratique et aux gens qui sont là pour venir vous évaluer. D'ailleurs, c'est pas forcément antinomique avec le kata de passage de grade, ou avoir une tenue négligée n'est pas forcément peut-être la meilleure manière de se présenter, on va dire. Toi qui juges, qu'est-ce que tu en penses? Meilleure manière, non, effectivement. Après, comme je dis parfois à certains élèves, le fait d'arriver, alors ce que j'appelle moi parfois le costard-cravate du judoji, c'est-à-dire du kimono, c'est-à-dire que quand j'arrive, ben, mon judoji déjà il est blanc, il n'est pas jaune, il n'est pas sale, il n'y a pas de taches, il n'est pas froissé, mon nœud de ceinture est fait correctement, voilà, il y a ce paraître-là. Donc quand je vois certains jeunes monter sur le tapis, qu'on les voit, ils ont les épaules rabaissées, qui rentrent la tête comme ça, qu'ils ont, enfin qui ont, pardon, pas qu'ils ont, qu'ils ont le nœud de ceinture à moitié fait ou avec un brin d'une certaine longueur et l'autre brin qui est tout rikiki, ou la veste carrément débraillée. Non, c'est pas comme ça qu'on se présente à un kata. Les notions de respect, ça passe partout, ça passe par le politesse, mais ça passe aussi par la tenue. Par exemple, dans la dernière vidéo que nous avons fait sur les nœuds de ceinture, comme je dis, un bon nœud de respect, c'est aussi une marque de respect vis-à-vis. Enfin, un bon nœud de ceinture, pardon, c'est une marque de respect aussi vis-à-vis de ton partenaire, vis-à-vis d'un jury, vis-à-vis de ton prof. Pas arriver habillé comme un sac, quoi. Surtout qu'on a le temps de se. Surtout qu'on a le sac, on a le temps de se préparer. Correctement. Surtout qu'en plus, après, si je reprends l'un des premiers cours au Kodokan de Jigoro Kano, c'est comment plier son kimono. C'est pas comment tenir un judoji. Donc quand on voit certains ados, la plupart du temps, mais aussi adultes, arriver avec le kimono en boule dans le sac, ou qui se déshabillent, qui mettent le kimono en boule dans le sac, non, prends le temps, ça te prend 2 secondes, tu remplis ton pantalon, tu le remplis, machin, tu le ranges, tu le poses tranquillement dans ton sac, la veste de judoji, c'est pareil, tu la plies correctement, tu la mets dans ton sac, ça te prend 5 minutes, quoi. Des aspects éducatifs qui dépassent juste le fait de se tirer dessus pour un moyen par terre. C'est ça. Et pour moi, ça fait partie des règles du judo aussi. C'est quand on en voit certains monter et descendre du tapis sans le saluer, sans les ouris, c'est-à-dire les tongs pour se déplacer hors du tapis, ça fait partie des choses qui, pour moi, ça n'engage que moi, on le voit de moins en moins, et je trouve ça dommage. Il y a eu De plus en plus. Oui, de plus en plus. Et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire qu'à une époque, il y avait une affiche de la Fédération française de judo qui disait « Donnez-nous vos enfants, nous en ferons des hommes ». Là, j'ai l'impression que « Donnez-nous nos enfants, enfin vos enfants, on en fera des sportifs ». Mais il y a moins ce côté éducatif. Je trouve que ça se perd et c'est dommage. Après, comme je dis, c'est un avis qui n'engage que moi, mais je trouve ça dommage. Après, j'en connais un prof pour qui j'ai énormément de respect, qui est 7ème dan. Quand on va chez lui, si déjà on arrive et qu'on met des baskets autour du tapis, il passe avec une poubelle, il met des baskets dans la poubelle. Comme il dit, ça fait partie de ta tenue de judoka d'avoir des ouris. Donc tu viens pas avec des baskets, tu viens avec des tatanes. L'idée c'est de pas salir justement avec la saleté extérieure que tu colles sur tes chaussures et qu'après tu vas ramener du vestiaire au dojo. Il y a une raison. Oui, le principe éducatif a quand même des raisons aussi, et pas juste la volonté de chercher la petite bête. Il y a aussi une certaine logique d'hygiène.
C'est ça, l'hygiène, quand tu arrives, ben, tu as travaillé, tu as passé ta journée à avoir, je te dis n'importe quoi, les chaussures, enfin les pieds dans des chaussures de sécurité. Il n'y a pas de honte à arriver, même au dojo, parce que tu sors du boulot, tu arrives au dojo. Pour moi, il n'y a aucune honte à aller et passer tes pieds sur le robinet. Voilà, ça fait partie de la logique. Et malheureusement, il y a eu des moments où tu es obligé de le dire, mais le pire, c'est que non seulement tu es obligé de le dire, mais en plus, l'élève le prend mal. Mm. Donc ça fait partie des choses, je te dis, c'est dommage. Judo, base éducative, Mm. éducation physique, éducation aussi, tout court. C'est ça, c'est ça. Et donc le kata, ça passe aussi là-dedans. Par exemple, comme je te dis, quand tu vas passer un kata, que ce soit en compétition kata, alors là, je te dis, si vraiment ton kimono, il y a quelque chose qui ne va pas, je te dis, tu te prends un point en moins par technique, ça fait mal, quoi. Ah, le Ouais. but du jeu, c'est de gagner des points, pas d'en perdre. C'est sûr. Surtout pour quelque chose qui relève de la tenue. C'est ça, c'est ça. Là, par exemple, j'ai un hooké potentiel, je suis en train de me former. Comme j'ai dit, voilà, ben, les épaules bien ouvertes mais basses, les pieds sont parallèles. Quand tu avances, tu restes droit, tu tasses pas ta tête. Donc ça passe vraiment par tout ça. C'est une posture globale. C'est ça, c'est ça. Alors, compétition kata, donc on a bien compris que ça te passionnait, et puis on commence peut-être un petit peu plus à voir à quoi ça correspond. C'est vrai que souvent le kata est associé à ce qu'il faut faire pour avoir sa ceinture noire, et puis pour avoir son deuxième dan. Et alors que c'est une étude qui pourrait même s'envisager peut-être avant, même la ceinture marron. Mais et justement, dans ce contexte-là, un jeune qui s'intéresserait aux compétitions kata, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que bah, de notre époque à nous, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Et quelqu'un comme moi, voire même il y a des élèves justement de plan de cul que j'ai en tête et qui me disent c'est un type de compétition qui lui plairait. Parce que là, comme je dis, même s'il y a confrontation entre guillemets avec d'autres couples, d'autres partenaires, c'est une confrontation directe. Là, c'est vraiment se dépasser avec son hockey. Ça t'aide à te dépasser, mais il n'y a pas ce côté confrontation avec l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas ce côté je suis bidon, je vais perdre quoi que ce soit. Non, l'idée c'est de faire le mieux possible, de te donner à 100%. Mais comme c'est un accord entre ton partenaire et toi, donc ça ne peut que te faire progresser. Tu vois, il y a vraiment ce côté, j'ai envie d'avancer, mais on a envie d'avancer ensemble. Il n'y a pas ce côté, ouais, bah, de toute façon, je ne vaux rien, lui, à chaque fois que je combats contre lui, il me met par terre. Non, voilà, il y a cette recherche d'évolution. Et en plus, justement, le fait d'arriver à grandir, d'arriver à savoir faire des choses, il y a eu des moments où moi j'ai eu des déclics en expliquant, j'ai dit, bah, tiens, cette technique-là, je la faisais, mais sans plus. Maintenant que je l'ai expliqué, bah, je la comprends mieux. Un des obstacles lorsque soit qu'on continue le judo mais qu'on prend de l'âge, ou qu'on reprend le judo mais qu'on a pris de l'âge, on a perdu un petit peu de souplesse, de tonicité musculaire, de capacité à encaisser les chutes à haute vitesse avec un partenaire qui vous tombe dessus. Enfin bref, on devient quelque part un petit peu plus sensible à la blessure. Au niveau des katas, des compétitions de kata, est-ce que tu as souvent vu des blessures et quel est ton avis par rapport à des pratiquants qui ne seraient peut-être plus en âge de pratiquer la compétition de combat, pour toutes ces qu'on vient de dire, ou qui ne seraient peut-être pas tout simplement, n'auraient peut-être pas la constitution physique qui leur permettrait d'aborder le rando rishiai, qui peut être un peu brutal parfois. Bah, après, ce qui est bien avec le kata, bon, déjà en 7-8 ans, 9 ans, je dirais, de compétition kata, j'ai vu que seul blessé, enfin blessé. Il s'était fait le genou, enfin elle s'était fait le genou, mais c'est sur un reprise d'appui ou un truc comme ça. Donc après, tu sais que, bah, qu'il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais bon, niveau blessé, j'en ai pas vu énorme, déjà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tu as plusieurs katas, par exemple, quelle que soit ta morphologie, je prends ne serait-ce que par exemple le kata Mino Kata, si je ne me trompe pas, c'était à Lille. Il y avait un monsieur, donc alors pas vraiment homme-tronc, mais qui avait un certain handicap et qui s'était lancé dedans. Et c'est vrai que le mec, il faisait ça, mais tu vois qu'il a travaillé son kata.
Et ce qui est bien là-dedans, c'est que tu peux te donner à fond, tu peux te surpasser. Par exemple, moi j'ai souvent dit, pour moi, c'est la compétition kata, c'est encore plus, enfin, c'est presque autant physiquement, ça t'en demande presque, pour moi, hein, presque autant qu'un randori, quoi. Alors il y en a qui me regardent, ouais, plus qu'un randori. Oui, tu fais une compétition à un certain niveau, le but du jeu c'est d'y aller, quoi. Là, quand par exemple, moi je prends le Goshin, sur la première, le Ryotei de Roi, c'est pas je viens et je frappe, hein, c'est je viens, je fixe et je frappe. Ton intention n'est pas la même, il faut montrer à ton jury que tu es là pour gagner, que tu en veux. Au final, si on prend la ligne no kata, c'est 15 techniques des deux côtés, 30 chutes, dont certaines qui sont un petit peu Costaud, Yoko costaud, Keke, par exemple. voilà, pour ne pas la citer. Sur une durée qui est de à peu près environ 6-7 minutes selon le rythme. Donc ça fait quand même un effort continu pendant 6-7 minutes où on tombe plus souvent que pendant beaucoup de randonnées qui dureraient sur le même temps. Donc effectivement, le côté physique, il est quand même important. Il est important, mais même, tu prends ne serait-ce que, comme on dit, le Juno Kata, qui est le kata de la souplesse, qui à la base était le kata qui avait été créé pour que les femmes accèdent au premier dan. Donc à la base, c'est quand même un kata de premier dan. D'accord. Au Mais Japon. au départ, il a été créé pour les femmes alors. À la base, il a été créé pour les femmes, justement, pour qu'elles accèdent au premier dan. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est la fille de Jigoro Kano qui l'a créé, mais j'en suis pas sûr. Tu prends le Juno Kata, il y a quand même des portées. Entre le placement du corps, le déséquilibre et le porté, il faut quand même bien se placer. Il y a quand même, enfin, normalement, le Juno Kata, il y a certaines techniques où ton partenaire, quand il fait la banane, il doit monter. Hein. Donc il faut être quand même capable de tenir. Mais ce qui est bien avec ce kata-là, c'est qu'il n'est pas traumatisant. C'est le Juno Kata, kata de la souplesse. Tu vois vraiment, par exemple, la première technique, quand tu vas venir ouvrir comme ça, tu as toujours plus une tendance de oh, je m'étire qu'autre chose. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce kata-là aussi, c'est que tu peux trouver, quelle que soit ta morphologie, quelle que soit ton envie, tu peux trouver un kata qui va te permettre d'avancer sans forcément te tuer à la tâche. Enfin, quand je dis te tuer à la tâche, c'est te blesser. Ouais. Voilà. Parce qu'après, ça permet une pratique régulière et constante. C'est ça. Qu'une reprise d'entraînement de quelqu'un qui serait un peu plus âgé, qui serait soumis à des blessures toutes les 3 semaines parce que plus l'habitude d'eux, du coup pour la progression c'est pas évident. Dans le travail du kata, on peut avoir une progression, un travail constant. Tu restes progression et en plus c'est rythmé. Je prends par exemple ne serait-ce que le kata no kata, quand tu fais la première série, la série des Osai comme Nuwaza, c'est pas je viens, j'amène, il fait une telle réaction, je viens, j'amène. Non, c'est 1, il a sa réaction. 1 et 2. Tu vois, tu essayes quand même de rythmer. Normalement, ton 2, tu as une accélération entre ton 2 et ton 3. Tu fais partie des randori no kata donc. Qui fait partie des randonnées no kata. Donc c'est un kata, ça a beau être du sol, ton uke, s'il joue son jeu, son but du jeu à lui, c'est de sortir de l'immobilisation. Ton but du jeu à toi, c'est de le maintenir. Donc si on y va juste, allez, vas-y, enfin, selon avec qui tu tombes, il va t'embarquer, quoi. Voilà. Donc il y a quand même ce côté physique. On est toujours dans cette vérité. Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, enfin, là où par exemple, il y en a quand ils passent leur katame no kata pour le 3e dan, là où ils échouent, c'est que comme tu leur dis, il n'y a pas de sincérité dans vos attaques, quoi. C'est-à-dire que ton uke, il vient, hop, il répond. Hop, il répond. Voilà, mais il n'y a pas cette volonté. Là, on rentre dans l'aspect du uke est un pantin. C'est-à-dire qu'à part se poser et faire ce qu'on lui demande, non. Non, là, le uke, le but du jeu, c'est vraiment de renverser. Donc, dans l'absolu, si Tori fait mal son travail, uke sur l'immobilisation. C'est ça. Après, Tori est responsable de son uke. C'est-à-dire que si Tori arrive à un passage de grade avec un uke, le uke fait n'importe quoi, c'est pas aussi de la faute du Tori à la base. D'accord. Donc il y a ça, il y a cette responsabilité-là. C'est-à-dire que toi, ton but du jeu, c'est vraiment que ton uke, tu dis, voilà, moi, je dois mettre en avant une certaine praxis, mais à toi de faire en sorte d'embellir cette praxis. Voilà, donc c'est-à-dire que si je le fais pas, si toi par exemple en Goshin Jitsu, si tu frappes ici, pourquoi j'irais réagir? D'accord. Donc il y a vraiment ce côté partenaire, mais on parlait de chorégraphie, une chorégraphie sincère. Ah oui, 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 oui. Et justement, même s'il y a, en fait, il faut cette sincérité-là, mais tu prends par exemple le Goshin Jitsu,
ce qui est bien dans les coupes kata, c'est que tu peux transformer ton kata en uchikomi. Donc uchikomi, répétition de technique. Donc tu vas répéter ta technique. Donc tu vas travailler la justesse, mais même si tu sais que tu vas prendre le pain, tu n'es pas là pour te blesser. Tu es là vraiment pour progresser. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce qui me plaît aussi. C'est que tu as beau te donner à fond, bah, même si dans l'idée, bah, si Shuke en Goshin, mon idée c'est de te mettre sur la figure, il n'y a pas cette animosité-là. Je suis pas là pour te mettre par terre non plus. D'accord. Tu vois. Donc je suis pas là pour te faire mal, tu n'es pas là pour me faire mal. C'est comme le Nage no Kata. Nage no Kata, ce que moi j'essaye d'enseigner à mes élèves, c'est surtout par exemple quand ils projettent d'arrondir la chute. Par exemple, je prends ne serait-ce que Ippon sur le Nage, je viens, je charge, mais au lieu de le laisser tomber de la hauteur de mes jambes, je viens et j'arrondis la chute. Et à partir du moment où tu arrondis la chute, bah oui, tu as X projections, mais Uki Otoshi 2 fois, Ponsenage 2 fois, Kataguruma 2 fois, c'est ça. on peut finir un petit peu sonné si ça tombe de haut. On peut finir un petit peu sonné, surtout le Kataguruma, première série, troisième technique, tu arrives, boum. Et en plus, comme tu dis, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans les katas, c'est que par exemple, si on reprend mon Nage no Kata, qui est l'un des katas les plus travaillés, tu as première série des Tewaza, deuxième série des Koshiwaza, donc Tewaza technique de bras, enfin de bras, de main, Koshiwaza technique de hanche, Hashiwaza technique de jambe, Maisutemi Waza donc technique de projection de sacrifice de face, Yokosutemi Waza technique de sacrifice de côté. Donc tu montres à ton élève que tu as déjà plusieurs manières de projeter, mais en plus ton élève s'il est droitier, bah, il va travailler, et en plus tu vas même le forcer à aller à gauche. Mais en plus ce qui est bien avec ça, c'est que ton élève peut se découvrir. C'est-à-dire que bah, il a beau être droitier, tant il y a des techniques qu'il va préférer faire à gauche qu'à droite. Et l'autre, il a beau être gaucher, bah, il y a des techniques qu'il va préférer faire à droite qu'à gauche. Et en situation de combat, on fait toujours l'aller-retour entre les deux. Il y a peut-être des moments où la posture à droite sera impossible à trouver et que les solutions seront par un changement de garde. Bah, surtout qu'en plus, je prends par exemple Ukiwaza, on est dans un rando Ueshiai, on est ici, donc en garde emboîtée. Rien n'empêche de venir faire, je dis n'importe quoi, un petit coup de patte intérieur pour te faire un peu reculer la jambe, venir ouvrir et projeter mon partenaire. C'est un soutemi. Mon partenaire étant cassé, donc il est en déséquilibre avant, je me sers de ce déséquilibre avant pour amener avec mon corps et créer cette chute. Donc ça fait partie de quelque chose que tu peux rentrer, que tu peux imbriquer dans ton rando Ueshiai. Surtout qu'en plus, bah, tu saisis pas la jambe, donc tu n'es pas hors la loi, et tu peux y aller. Il y a ce travail de déséquilibre. Donc on en revient toujours au principe que les différents enseignements du judo n'ont pas vocation à s'opposer, ils sont les mêmes parties d'une même étude. Après, pour moi, il y a aussi je dirais, l'aspect de transmettre. C'est-à-dire que pas beaucoup de profs n'aiment les katas non plus. Ouais, c'est un petit peu l'étape qu'il faut absolument passer pour être tranquille, mais on n'a pas forcément tellement T'as pas envie de le d'enseigner. voir. Voilà, c'est un peu ça. Surtout qu'en plus, ben, tout ce qui est kata, plus ça va, plus c'est compliqué, plus c'est... Il y a ce côté, je dirais, perfectionnement. Voilà, tu prends le Nage no Kata pour un premier dan et le Nage no Kata pour un deuxième dan. Premier dan, tu as un niveau qui est un peu là. Deuxième dan, tu as déjà un niveau qui est assez là. Quoi. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Énormément de temps. C'est quelque chose qui prend énormément du temps. Et puis il faut être capable, je dirais, de le transmettre. C'est pas juste je viens 1, 2, 3, je fais chuter. C'est mon partenaire lance la décision de saisir, de pousser. Je reprends l'initiative, je commence à créer mon déséquilibre, je me place et boum, et j'envoie. Sachant que si on compare les époques, encore la discussion qu'on avait tout à l'heure, à notre époque, le professeur te montrait le kata, tu pratiquais au club, tu avais la planche du Nage no Kata au club, si tu avais de la chance, tu avais le judo pratique, toute autre version qui te rappelait les techniques. Aujourd'hui, tu veux avoir à la limite, la problématique, c'est presque plus d'aller chercher la bonne vidéo qui te montre le bon exemple que d'aller chercher la vidéo, parce que tapez Nage no Kata sur YouTube, vous avez tout. C'est ça, il y a tout, il y a beaucoup de choses. Et puis après, voilà, comme je dis, c'est surtout savoir où aller chercher l'info. Parce qu'après, ça aussi, tu en as beaucoup. Non, mais il se fait comme ça, il se fait comme ça. Oui, il se fait comme ça, il se fait comme ça. Mais non, il y a quand même des principes, il y a quand même des choses à respecter. Il y a quand même. Voilà, il y a quand même. Et puis,
il faut savoir adapter, enfin, il faut savoir aider l'élève à adapter la technique à lui-même. Par exemple, quand nous avons fait donc un stage de juge il y a quelque temps, donc l'instructeur national qui est venu nous a bien indiqué, par exemple, je prends kata guruma, pas tous les élèves n'arrivent à charger, soulever en ramenant le pied et à faire chuter. Donc pour une technique dans ton kata, tu vas venir, tu auras les jambes écartées, tu vas faire ta petite roulade. Ça sera toujours kata guruma, ça sera toujours une roue autour des épaules. La seule différence, c'est qu'au lieu de charger, de te relever, de ramener le pied en même temps, tu vas juste le faire passer sur tes épaules. Mais c'est pas pour autant que la technique est pas bonne. D'accord. Donc en fait, le judo s'adapte au corps du judoka et pas forcément l'inverse. Non. Effectivement, c'est aussi, je dirais, un des points qui, moi, me gêne aussi, quand j'entends dire « Ouais, non, telle technique, c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » Non, il y a plusieurs manières de faire. Comme je disais, par exemple, mon Osoto est différent selon le contexte. Mon hara, il a évolué en fonction, il est différent aussi selon le contexte, et a évolué en fonction de mes grades aussi. Voilà. Comme on le disait la dernière fois, tu as tel âge, telle morphologie, tu vas arriver facilement à tourner le dos par exemple, tu vas rentrer une technique où tu vas tourner le dos. Tu grandis, tu as un peu moins de souplesse au niveau du tronc, tu as un peu moins de facilité à dissocier le tronc du bassin. Du coup, tu vas moins tourner le dos, tu vas passer sur notre technique. Voilà. Donc, justement, là, ça fait partie de l'aspect intéressant du Gokyo, c'est-à-dire des techniques de judo, où au bout d'un moment, tu essayes d'adapter la technique à ta morphologie. Ouais, si tu fais 1m80 et non comme un jour sans ben, tu vas pas forcément faire le même seoi que quelqu'un qui fait 1m60. Si tu fais 1m80, tu vas rarement faire seoi. Ouais. Tu vas plus faire des mouvements de jambes. C'est compliqué de passer entre les jambes du partenaire dans ce cas de figure-là. C'est ça. Et puis la Mipon, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la version Nageno Kata maintenant, donc où tu viens chercher dans le dos. Il y a la version fédérale qu'on a eu jusqu'à présent, où tu viens glisser ici. Il y a la version où tu vas juste tourner la tête. Il y a la version où tu vas faire passer ton partenaire par-dessus. Il y a la version où tu vas fermer ta hanche et tu vas le claquer. Voilà, chacun a sa manière de faire, que ce soit lié à l'enseignement, que ce soit lié à ta morphologie, que ce soit lié à des choses que tu as ressenties quand on travaille, que ce soit un kata ou un UV technique. Je parle beaucoup de retour proprioceptif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu ressentes les choses. Et à partir du moment où tu as ressenti les choses, tu verras que tu vas plus facilement arriver à faire ça. Et on en revient à mon échange avec mon hockey. C'est-à-dire que moi, tant que je vais sentir, par exemple, je te prends par exemple le waki getame, donc contrôle avec les selles, tant que je vais dire, ouais, mon waki, je me sens bien. Et toi, en tant que hockey, tu vas me dire, ouais, tu te sens bien, mais la clé, elle n'y est pas, quoi. Tu vois, et donc justement, chercher avec cet échange-là, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait améliorer ta technique. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas l'aspect où le but du jeu, c'est de prendre l'autre et de le mettre sur le dos et de lui marquer un ripon. C'est l'idée où tu cherches à avancer, tu cherches à évoluer, tu cherches à progresser. Techniquement, tu cherches à progresser, tu cherches à te grandir. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse. On revient sur les aspects éducatifs. Donc. C'est ça. Tu cherches à te grandir, tu cherches à améliorer ton judo ou ton jiu-jitsu et à être capable de l'adapter à tel partenaire, tel partenaire, tel partenaire. Le partage. Donc. Le partage.